Bienvenue à Parle Jase. Bon mardi 20 janvier. Aujourd'hui, mon collaborateur du mardi, Jacques Giguère, qui est avec nous. Salut Jacques. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Excellent. Un beau début de semaine. Le soleil, après quoi, 6-7 jours de temps maussade, ça fait toujours du bien. Et sur revenu. un beau blanc, ça donne vraiment cette touche à l'hiver qu'on attendait. Oui, c'est vrai que l'hiver s'est fait attendre. Ouais. Espérons que ça va rester, parce que de la pluie en hiver, c'est... me semble que c'est plus l'hiver. Ben, c'est ça. Mais moi, j'aime qu'il fasse pas trop froid. Mais quand même. Hein. Ce qui est le pire, c'est vraiment la glace. Moi, c'est sur les routes. C'est le danger qu'amène la glace, la pluie verglaçante. Mais quand on a de la belle petite neige, c'est bon. Puis si on a des températures clémentes, je ne me plaindrai pas cette année. Il faut adapter sa conduite au climat. À chaque fois que vous sortez, vous vérifiez. Moi, je m'amuse. Je fais toujours attention, mais je vais donner un petit coup de roue, un petit coup de volant pour voir l'adhérence de la voiture. Testes? Avant de partir. Oui, au départ. Là. Ah, okay, juste pour me donner une idée de, OK, c'est quoi qu'il y a en dessous, là? Parce que des fois, vous avez de la glace noire. C'est arrivé la semaine passée. Il y avait de la glace noire, big time. Là. Il y en avait beaucoup sur l'asphalte. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on perd complètement le contrôle. Donc, dès le départ, quand on voit que c'est pas une surface qui va pas être adhérente à 100%, ben, faut modifier sa façon de conduire. Il faut adapter, la plupart du temps, c'est sa vitesse. En réduisant sa vitesse, on règle beaucoup de problèmes parce qu'on a beaucoup plus de temps pour réagir, tu sais. Les conseils sécurité voiture. Les conseils sécurité voiture. Jacques Giguère ce matin. Mais ça sera pas notre sujet du jour. Mais il fait beau. Ben non, mais plusieurs sujets aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait regarder les sujets d'actualité qui nous préoccupent. Il y en a plusieurs que tu avais mentionné, on pourrait emmener ça sur la table avant de débuter l'émission. Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui au programme? Ben, évidemment, il y a toute l'histoire de la Chine. L'entente Canada-Chine, c'est un changement radical dans la position du Canada sur l'échiquier international par rapport au commerce. Et il y a des bénéfices qui arrivent chez nous, l'industrie du homard. On est content de ce côté-là. Absolument, parce que les tarifs ont été réduits à 0. Parce qu'il y avait des tarifs de 25 % qui avaient été imposés l'année passée par les Chinois. Pourquoi? En réaction au Canada d'avoir imposé des tarifs de 100 % sur les véhicules chinois électriques. Et donc, évidemment, ça a tué dans l'œuf l'industrie de l'automobile chinoise au Canada, parce qu'à 100 % ça veut dire que vous doublez le prix d'un véhicule, tout simplement. Ouais. Et puis là, à un moment donné, vous devenez plus concurrentiel. Et là, il y a eu un réchauffement, un changement de premier ministre au Canada. Et donc là, il a décidé d'aller... En fait, ça s'est négocié pas mal avant qu'il se rende là-bas. Là-bas, c'était pour formaliser toute cette entente, mais c'est vraiment intéressant par rapport à nos pour les homardiers et les crabiers du Canada, de l'Est du pays, parce que les tarifs à partir du 1er mars vont tomber à 0. Et aussi, la Chine abandonne ses droits de douane, en fait, réduit ses droits de douane sur la graine de canola de 76 à 15 %. Et donc, et pour le poids, les poids, ça va réduire à 0. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, il y a un échange entre... on réduit la tension commerciale, c'est plus prévisible pour l'industrie, et ça, en économie, on aime la stabilité, on cherche l'espèce de stabilité là, et la prévision à long terme, et non pas je vais imposer des tarifs demain matin parce que j'aime pas la couleur de tes yeux ou je suis pas d'accord avec ce que tu penses. Mm-hmm. Alors là, c'est ce changement-là de cap qui est en train de se produire au Canada, et ça va permettre de diversifier aussi les exportations. Ça va être intéressant, on pourra en parler. Puis aussi, en contrepartie, le Canada a baissé ses tarifs de 100 % à 6,1 % sur les véhicules électriques chinois. OK. Donc, ça se pourrait qu'on ait une arrivée de véhicules électriques chinois. Pas ça se pourrait. Nous allons on va avoir. C'est certain que le quota de 49 000 de véhicules de moins de 35 000 va facilement être accédé parce que, écoutez, des véhicules de moins de 35 000 là, aujourd'hui, flambant neufs, il n'y en a presque pas sur le marché. Mm-hmm. Allez dans n'importe quel concessionnaire, là, il y en a pas, ou il y en a presque pas. Donc, la moyenne des véhicules, c'est au-dessus de 50 000 60 000 Et là, on met des tarifs de 6,1 % sur les véhicules chinois, mais
ils devront être de 35 000 $ ou moins vendus au Canada et en dollars canadiens. Et les Chinois sont capables de faire ça parce que vous pouvez aller à Pékin aujourd'hui, vous achetez un véhicule électrique qui fait 400 km, qui a 400 km d'autonomie, puis vous pouvez le payer 13 000 $ canadiens. Alors, évidemment, c'est en Chine, puis c'est fortement subventionné, etc. Mais c'est la réalité économique de la Chine. Donc, est-ce qu'on aura des véhicules? Oui, ils sont capables de le faire, les Chinois, de nous vendre des véhicules moins chers. La question qu'on peut se poser, c'est, êtes-vous prêt, vous, Sébastien, à acheter un véhicule chinois demain matin? On va en parler, mais on vous invite à participer aussi avec nous à l'émission. C'est une tribune téléphonique si vous voulez donner votre opinion. Alors, on va parler de véhicules électriques, on va parler aussi de l'industrie du homard avec ses tarifs chinois qui vont tomber. Et autre sujet également à l'émission, gênez-vous pas pour participer avec nous, 506-532-0133 et par courriel, écrivez-nous à ppjj@cjse.ca. Vous écoutez PPJJ. On est en compagnie de Jacques Giguère aujourd'hui. Et premier sujet, aujourd'hui, on est très satisfait dans l'industrie de la pêche en Atlantique après qu'on lève là, les tarifs chinois pour le homard, le crabe des neiges. Ça fait partie des produits canadiens sur lesquels on enlève les droits de douane ou on les réduit. Alors, c'est en vigueur ça depuis le mois de mars de l'année passée, Jacques, hein, les droits de douane chinois. Et puis là, on lève ça en échange qu'on permet de faire entrer des dizaines de milliers de véhicules électriques chinois ici au Canada. Ben, des dizaines de milliers. Il faut faire attention. Le chiffre qui est avancé, c'est 49 000. C'est des dizaines de milliers. Oui, mais quand tu regardes en proportion du marché, c'est très peu. C'est très, très peu parce que l'an dernier, juste pour te donner une idée, comment les plus gros vendeurs ont vendu, par exemple, GM a vendu 300 000 véhicules. Ouais. Ford, 300 000. Hyundai, 150 000. Ah, je fais des chiffrons, là. Mazda, 80... Mais là, tu parles de véhicules électriques. Non. Moi, je parle de véhicules total. Donc, dans le marché, Subaru, 70 000. Honda, c'est un gros vendeur aussi, 150 000. Donc, vous voyez que dans le marché du véhicule au Canada, il y a encore beaucoup de véhicules qui sont vendus à l'essence, qui sont vendus de façon traditionnelle et qui sont très chers. Ils sont chers, on va pas se le cacher. Ils sont très chers encore aujourd'hui. Et ça a beaucoup monté à partir de la COVID en raison de la rareté des pièces et puis tout le commerce international. Et donc là, on est arrivé à une situation où qu'est-ce qu'on fait avec les véhicules électriques? Est-ce qu'on augmente? On veut augmenter la façon de les mettre sur le marché. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui se produit. On va aller au téléphone, 506-532-0133 pour participer aux discussions. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. Oui, pour les tarifs, pour le car. Oui. Moi, je crois que c'est pas une mauvaise idée, parce qu'il ne faut pas oublier que les compagnies de cars ne gardent pas pour les prix des cars. C'est que l'affaire, écoute, tu t'achètes un car puis tu payes 75 000 ou 60 000, ils ne gardent pas pour nous autres. Moi, je crois que l'avantage, que juste les 48 ou 49 000 cars qui vont entrer à l'électrique, ils leur vendent probablement 20 à 25 000 plus cheap que les compagnies américaines canadiennes. So, au moins, là, on garde pour le consommateur. On garde pas rien pour enrichir les grosses compagnies de cars. So, moi, je crois que puis ça va pas faire tant que ça qui montent en car à les compagnies. Ils sont déjà dans le trouble, anyway. Les compagnies de cars canadiennes et américaines sont dans le trouble avec tous les tarifs qui vont de bord à l'autre du pays, ça c'est le bord américain ou canadien. Mais moi, je crois que c'est une mauvaise idée. Ça a aidé aussi les fermiers de l'Ouest pour vendre le canola. Oui. So, moi, je dis que c'est pas une mauvaise idée qu'on serait été là. Ça va pas partout plus que ça, les grosses compagnies canadiennes. Ouais. Vous avez raison. Ça pose une position, ça place le Canada dans une position favorable, dans la mesure où il y a un voisin américain qui est très émotionnel et qui va réagir d'une façon d'une journée puis autrement le lendemain. Donc, c'est très difficile à prévoir. Et il veut
il l'a dit clairement, il veut arrêter de produire des véhicules au Canada. Il veut les grandes compagnies américaines, là, cette fameuse entente qu'on avait Canada et États-Unis, un traité sur l'automobile. Lui, il en veut pas de ça, puis il veut qu'on produise de plus en plus de véhicules aux États-Unis pour pouvoir les exporter après. Et là, le Canada dit, OK, si tu veux commencer à jouer ce jeu-là, nous, on va commencer à ouvrir les marchés à d'autres véhicules, parce que il y a quand même des véhicules du Japon, d'Allemagne, de la Corée qui rentrent chez nous. Là. Il y en a plein là, qui viennent d'ailleurs. On produit beaucoup moins de véhicules au Canada qu'on en a déjà produit. Je me souviens, il y avait GM était à Boisbriand, Hyundai était dans la région de Sherbrooke. Il y avait évidemment toutes les compagnies de l'Ontario. Mais aujourd'hui, c'est vraiment concentré dans le sud de l'Ontario, les constructeurs automobiles. Et on rouvre là tout à coup un peu aux Chinois. Mais par rapport aux véhicules électriques, ce qui est intéressant, c'est qui est le plus gros producteur et vendeur de véhicules électriques au monde? C'est la Chine. C'est la Chine, c'est la compagnie BYD. B-Y-D, BYD, qui veut dire Build Your Dreams. C'est ça que ça veut dire, cette compagnie-là. Et donc, eux, ils ont vendu en 2025 2,2 millions de véhicules, et c'est plus que Tesla. Tesla est rendu à 1,6 million. Donc, il y a une diminution du côté de Tesla et une augmentation du côté des Chinois. Puis aussi, ils disent que le car électrique de la Chine est d'une bonne qualité, aussi bonne qualité comme l'Amérique du Nord. Ça aide. Mais l'affaire est, quand les États disent qu'on n'a pas besoin d'avoir besoin d'acheter des cars du Canada, il ne dit pas toute la vérité. Parce que les cars produits aux États, il y a peut-être un quart des parties viennent du Canada. So, tu peux pas assembler les cars. Si il te manque une partie sur mon car, tu peux pas l'assembler. So, je crois que Trump a mon couleur. Oui, mais je pense qu'il est en train de se peinturer dans le coin. Et puis tous les pays là commencent, ont compris. Là, écoute, ça fait 1 an qu'il est là. Ça fait 1 an qu'on le voit aller. Puis là, les gens disent, bon, ben quels sont nos choix, au fond? Quelle était notre alternative? Continuer de subir du bullying de la part d'un président américain puis d'un pays qui se prend pour le nombril du monde? Ou se retourner de bord et dire, hey, qui d'autre sur cette planète, qui est la Terre, qui est prêt à faire des affaires de façon raisonnable pour que ce soit gagnant-gagnant? Puis c'est ça qu'il faut que ce soit, autant en économie qu'en amour. Il faut que ce soit gagnant-gagnant dans la vie. Ça sert à rien tout simplement de dominer les autres, de les écraser, sinon vous êtes entouré de perdants. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est que je puisse respecter l'indépendance de l'autre. C'est ce qui se produit avec le Danemark en ce moment, puis le Groenland. On veut le dominer. Là, les autres disent, ça suffit, là. Et là, et c'est là que ça risque de brasser. Ça risque de brasser cet été, parce que il aura poussé ça jusqu'en juin. En juin, on va augmenter les tarifs de 25% pour tous les pays qui sont pas d'accord avec nous pour le Groenland, là. C'est ce que les Américains disent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment l'attaquer? Pas sûr, moi. Moi, je pense que c'est un dictateur. C'est un dictateur, puis je crois que ça va aller mal pour lui, là, dans les prochaines 6 mois. Oui, ça brasse pas mal à l'interne, là. OK, merci. Bonne journée, monsieur. Hey, bonne journée à vous. Mais pour revenir aux véhicules, monsieur a raison, tu sais, par rapport aux véhicules chinois, on pense que on sait pas, ça va-t-il faire notre climat? Il y a déjà, en ce moment, des véhicules fabriqués en Chine qui roulent sur nos routes. Et ça va bien l'hiver? C'est des véhicules qui sont faits pour notre climat? Écoutez, si vous connaissez les véhicules, je vais vous en nommer 2, Polestar. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, non. Il y a des concessionnaires. Le plus proche, il est dans la ville de Québec, mais il y en a à Montréal, à Toronto, il y en a partout dans l'Ouest aussi. C'est des véhicules chinois. C'est des véhicules qui sont... la compagnie s'appelle Polestar, mais elle est de propriété chinoise, associée avec Volvo, et ils sont fabriqués en Chine. OK. Et ça roule sur nos routes depuis des années, et personne s'en plaint. C'est donc d'excellents véhicules, mais ils sont au-dessus de 35 000 $. Ah. Vous voyez, c'est des véhicules beaucoup plus chers, mais c'est parce que c'était le marché à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils peuvent revenir avec d'autres, tu sais, comme BYD? Eux ont une gamme de véhicules beaucoup plus intéressants, et ça ne me surprendrait pas que ce serait la compagnie qui gagne le plus dans tout ça.
et qui ouvre des concessionnaires là, dans les grandes villes. Là. Et moi, je m'attends que sur les 49 000 véhicules, probablement que la moitié vont se vendre dans la province voisine du Québec, qui est très, qui est à l'avant-garde à ce niveau-là, qui cherche beaucoup plus à écouler, parce qu'ils ont de l'électricité qui est moins chère que chez nous, faut le dire. Ils ont un avantage de le faire. Puis en plus, c'est une énergie qui est essentiellement, j'aime pas le terme, là, mais qui est verte, là, qui est moins nocif pour l'environnement, l'hydroélectricité. Donc, ils ont un avantage à faire ça au Québec, puis je les comprends de faire ça, puis de vouloir aller vers ça. Quand vous payez moins cher votre électricité, ça veut donc dire que, en comparaison, vous achetez un véhicule peut-être un peu plus cher, mais vous gagnez beaucoup parce que vous n'allez pas faire le plein. Vous faites le plein à la maison tous les soirs en branchant votre véhicule et ça vous coûte quoi, 3-4 piastres faire le plein? Ça vaut peut-être la peine, là. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je serais prêt à acheter une voiture chinoise? Ben, je pense que oui. Mais moi, j'ai une petite réticence avec les voitures électriques. C'est pas parce que je pense que c'est pas une bonne idée, là, ne serait-ce que pour l'environnement puis tout, mais c'est le fait... Bon, on peut pas conduire standard, ça fait pas de bruit. Tu sais, c'est mon habitude, là, des voitures à gaz. Moi, je suis encore un peu attaché à ça et j'aime conduire manuel. Et, tu sais, puis je trouve que c'est nouveau. Je suis pas encore passé à l'autre niveau. J'en ai pas essayé non plus de voiture électrique encore dans ma vie. Je sais que ça a l'air assez agréable. Il y a des gens qui aiment ça. Pèse sur le gaz, ça fait pas un son. On va prendre un appel. 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Pour parler d'essayer d'avoir des chars plus cheap, il y a une chose que le gouvernement doit regarder et tout, ici de Nouveau-Brunswick, essayer d'y aller chercher plus cheap, c'est de l'électricité. Qu'est-ce que vous voulez dire pour avoir un char plus cheap, l'électricité? Je dis, vous parlez d'acheter des chars qui coûtent à des coûtances moins chères. Oui. Ouais. Et ça serait nice qu'ils mettent rien là, plutôt à checker et tout, comme vous dites, de la province, d'essayer de trouver de l'énergie qui est plus cheap que quoi qu'on paye présentement. Oui, tout à fait. Oui, bien ça, c'est l'autre dossier, oui. L'énergie électrique au Nouveau-Brunswick, mon Dieu, on pourrait faire une émission seulement là-dessus. Ah, ben ça serait nice. Tu regardes, parce qu'une famille régulière de 2 adultes et 2 enfants avant un mois de chauffage de 702 piastres. Non. Fait que t'as vraiment pas changé grand-chose. Il y a quelque chose qui roule pas. En fait, Énergie Nouveau-Brunswick a un sérieux travail à faire. En fait, c'est le gouvernement aussi, parce que Énergie Nouveau-Brunswick, c'est une compagnie publique, ça appartient au gouvernement, donc ça nous appartient. Et si ça nous appartient, ça appartient à travers le gouvernement. Comprenez? Donc, on a quelque chose à avoir là-dedans. Nos députés, là, ont quelque chose à avoir là-dedans, là. Pour le moment... sont en train d'analyser la situation par rapport à la direction, puis ça attend. Mais il nous arrive avec des projets comme la centrale au gaz prévue à Tantramar, où on nous dit, finalement, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, donc on va le faire de toute façon. Et donc, et ça, le journaliste Jacques Poitras de CBC a sorti dans les documents, avec grâce à droit d'accès à l'information, que si on fait cette centrale à Tantramar, les tarifs de tous les Nouveaux-Brunswickois vont monter de 5 %. Déjà là, ça, c'est parce qu'on va faire la centrale, puis en plus, c'est de l'argent qu'on va envoyer aux États-Unis, là, parce que c'est une compagnie américaine. Et justement, je sais pas pourquoi ce qui est virant là, et pourquoi ce qui est virant pas au niveau du Québec, puisque l'énergie est ouais plus cheap. Ben, je le sais pas. En fait, posez-la la question à votre député, puis posez-la la question. Écoutez, gars, je vais vous dire quelque chose ici. Vous avez eu, en amont pas de Nord, vous avez eu check à l'émission qui était de la politique, un mois et demi passé. Puis c'est qui c'est qu'il y a des MLA à braguer à Boat qui est en business puis qui aidait le gouvernement, l'ancien CEO d'Enemy Power. Ils vont tout la mettre dans le même pot? Ouais. Ah, c'est compliqué, hein? On va dénouer là-dessus une bonne journée, puis ça serait intéressant d'avoir une émission dessus, là. Les tarifs d'électricité. Écoutez, je prends ça en note. Les tarifs. Je vais dire, les pauvres familles là, qui travaillent à des salaires minimums, puis c'est comme... Comment c'est possible pour ce monde d'arriver? Quand tu travailles puis tu fais half-season, la vie, c'est dur à arriver, comme. Oui. Hein? Ouais. Une bonne
émission et bonne journée. Ben, bonne journée. Merci beaucoup à vous. Une chose qui pourrait aider, quand on parle d'une facture d'électricité de 700 $ pour une famille standard, une famille de deux enfants, disons, deux adultes, 2 enfants, c'est énorme. C'est énorme quand on y pense parce que ça vient chercher dans votre budget une bonne partie. Ça, c'est simplement pour s'éclairer, se chauffer, cuisiner, etc., tout ce qu'on a besoin de l'intérieur. Alors, cet argent-là n'est pas disponible pour autre chose. Et je présume que si ça arrive comme ça l'hiver, c'est essentiellement une bonne partie de ça va au chauffage. C'est-à-dire chauffer électrique une maison commence à coûter beaucoup cher. Oui, c'est ça qui fait le plus gros de la facture. C'est ce qui fait le plus gros de la facture. Alors, pourquoi nos 2 paliers de gouvernement, j'entends par là le fédéral et le provincial, sont incapables de mettre en place un programme structuré d'isolation des maisons où on va aider les gens pour les maisons plus âgées, là, j'entends, parce qu'une maison neuve, normalement, elle est mieux isolée qu'une vieille maison, pour permettre à ces gens-là d'avoir une facture réduite. Je dis pas qu'ils payent 100% de la facture, mais ils pourraient payer une bonne partie de la facture. Et ça serait une belle façon d'Énergie Nouveau-Brunswick, au lieu d'investir des millions, des centaines de millions dans des énergies qui vont polluer puis qu'on va donner à des Américains. Pourquoi qu'on la mettrait pas dans des subventions pour aider les gens à isoler? Là, on va réduire aussi la fin. Tu sais, il y a plusieurs façons d'aller chercher le 400 mégawatts, là. Mais je pense qu'il existe certains plans pour aider pour l'isolation des maisons. Il y en a. J'ai vu ça passer d'Énergie NB. Vous avez raison, mais il y en a, mais il faut être plus agressif. Plus agressif, puis il y en avoir plus pour vraiment que les gens isolent comme il faut. Mais c'est intéressant. Ce qu'on pourrait faire, c'est... je prends ça en note là, pendant qu'on en parle, parce que je trouve intéressant l'appel. Et puis, on pourrait peut-être revenir là-dessus pour faire une émission là-dessus, Sébastien. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Puis, j'ai un message par courriel, Jacques. Je félicite le gouvernement canadien pour poursuivre ses démarches. Ça nous vient, on nous dit belle émission. Et bien alors, j'espère qu'on ne va pas commencer à donner des millions de notre argent sans garantie à ces compagnies. Les voitures vont toujours exister dans les pays où la neige fait son apparition. Ouais. Qu'en pensez-vous? Oui, bien, elle a raison. Il faut... il a raison, je crois que c'est un an. En fait, OK. Mais est-ce qu'il ne faut pas penser que le Canada va subventionner l'industrie chinoise? C'est pas ça le deal avec les Chinois. C'est qu'on rouvre la porte au marché canadien en échange de l'élimination des tarifs sur le homard, sur le crabe, des choses comme ça. Et je voudrais mentionner quelques petites choses sur ça. Premièrement, que la Chine est 2e marché d'exportation après les États-Unis pour le homard, crabe des neiges et tout ça. Puis Luc Leblanc, qui est conseiller aux pêches et à l'Union des pêcheurs des maritimes, il était premièrement très content et qui dit que la nouvelle tombe à un bon moment parce que on est à un pic de la demande pour le homard autour du Nouvel An chinois. Puis ça va arriver fin février, début mars. Et puis là, comme ça commence, cette tombée des tarifs début mars, il était très content. Ouais, puis l'exportateur de homard, Paul Farah, qui pense que ça va donner plus de souffle à l'exportation de homard. On a vu une diminution des exportations de homard directement liée aux frais de douane. Puis, quand c'est arrivé la nouvelle... dès vendredi, on a commencé à voir là, les Chinois qui appelaient puis qui se faisaient un calendrier d'expédition de frais aériens pour 2026, c'est quand ils ont appris la nouvelle. Alors déjà vendredi, ça commençait et il va y avoir des commandes et ça va bien aller pour l'industrie du homard. Ouais, mais moi, je vais mettre un bémol là-dessus. D'accord. Dans le sens que l'industrie du homard au Canada, elle est double. Elle est de 2 façons. D'exportation, j'entends. Il y a la transformation à l'intérieur, consommation à l'intérieur. L'été, on va s'acheter du homard, il fait beau, la fête des mers au mois de mai, etc. Bon, il y a des traditions comme ça où il y a un marché local, si vous voulez. Mais le marché d'exportation, la majorité va vers les États-Unis et c'est surtout du homard transformé qui va aux États-Unis. Mm-hmm. Les Chinois, eux, achètent du homard vivant. Oui, j'avais entendu ça. C'est eux autres qui s'organisent avec ça. Ils décortiquent, mais ils vendent aussi comme ça, parce que quand même, ils aiment ça, des bébites. Eux autres, quand t'arrives dans des marchés chinois où tout est vivant, là, moi, c'est un choc culturel. J'irais là, puis je voudrais pas manger. C'est ça. Ils vont là où nous, on va pas encore. Non, nos goûts alimentaires ne vont pas jusque-là. Ils iront peut-être jamais. Probablement pas. En fait, on va garder notre poutine à trous, puis on est bon avec ça. Ouais, pas vivante.
Mais tout ça pour dire que, donc, c'est un marché de homards vivants. Et si on grossit ce marché-là, il y aura donc un impact sur nos usines de transformation. Vous comprenez? Donc, là, c'est du give and take. Il faut y aller, mais faut y aller de façon intelligente. L'industrie doit y aller de façon intelligente. L'autre aussi, un côté intéressant, c'est que donc, on vient on enlève la pression qu'on avait autant chez les pêcheurs que chez les acheteurs que chez les transformateurs, de dire « Hey, on n'a pas juste le marché américain, là, tout à coup, on a un marché chinois. On a d'autres marchés qui sont intéressés. Fait que si vous le voulez pas, c'est pas grave, on va aller ailleurs. » Et ça, c'est intéressant parce que ça met une pression sur les Américains pour dire je comprends, là, je suis peut-être prêt à l'acheter, donner plus cher pour ton homard, par exemple. Il y a du jeu comme ça qui s'en vient. L'autre chose auquel, moi, je pense qu'il faudra faire attention, c'est que c'est pas parce qu'on augmente les marchés que la ressource, elle, va grossir en proportion. Ça, c'est vrai. Donc, ça va... On entend souvent les pêcheurs dire qu'il faut faire attention à la ressource. Ça, c'est revenu toute l'année. Ça, c'est primordial. Puis je pense que les pêcheurs sont très conscients de ça. Hey, s'il y a moins de homards, c'est donc qu'il y a moins de revenus. Et donc, il y a une façon de gérer la ressource. Et ça, c'est primordial. Je pense qu'à la fois Pêche et Océan Canada et les associations de pêcheurs et les pêcheurs eux-mêmes, tout ce beau monde qui touche aux homards, des transformateurs, puis les acheteurs et tout ça, on gagnerait de poursuivre ce dialogue par rapport à la ressource. Il faut préserver la ressource. Je pense que c'est la priorité numéro 1. Après, vous pouvez gérer. Mais il y a un autre élément qui va venir influencer dans tout ça, et ça, personne n'en parle, c'est les changements climatiques sur cette ressource qui est abondante pour le moment. Mais nos voisins américains, il y a des endroits où le homard est en diminution constante parce que les eaux se réchauffent. Et tout ce qui vit dans l'eau est sensible à la température de l'eau, au pH, etc. Et donc, il y a une migration. Comme par exemple, aujourd'hui, on fait la pêche au homard sur la Côte-Nord, au Québec, autour de l'île d'Anticosti. Historiquement, il n'y avait pas de homard là. Parce que l'eau était trop froide. L'eau s'est réchauffée, les homards ont bougé, puis il y en a qui s'en vont là-bas. Le Maine a un problème de recrutement. Le recrutement, c'est les petits homards. OK? Et là, eux, les femelles sont déphasées. La température de l'eau vient jouer dans leur physiologie, dans leur façon de se reproduire. Et là, ils ont une diminution des stocks. Là-bas, il y a une migration. On voit des changements comme ça dans la population. Ça veut pas dire... Et si nous, dans le détroit de Northumberland, si l'eau continue de se réchauffer, est-ce qu'il y aura un impact? Donc, je pense qu'il faut tout le monde... Ça veut dire des scientifiques, mais ça veut aussi des pêcheurs et tout ça. Je pense que devant les changements climatiques, l'ouverture des marchés, il y a là une situation d'analyse intéressante pour les années à venir. Et je pense que tout le monde est condamné à travailler main dans la main pour trouver la meilleure solution pour passer à travers tout ça. Mais c'est des bonnes nouvelles. Je pense qu'au niveau, si j'étais pêcheur de homard, je dirais, enfin, ça enlève une pression, ça me donne un marché. Enfin, ça donne aux acheteurs une possibilité de plus de vendre le homard que moi, je vais aller chercher, qui, au fond, est une ressource qui appartient à tous les Canadiens. Et nos pêcheurs ont un privilège, un permis, pour aller chercher ce homard-là, pour exploiter les ressources puis garder l'argent dans notre communauté. Oui, puis malgré qu'on a annoncé cette bonne nouvelle de l'entente, quand même, on va pas s'arrêter là. On va pas dire là, maintenant, on a la Chine, c'est assez. On continue les efforts pour diversifier les marchés. Il y a Jeff Irvine du Conseil canadien du homard qui a dit, lui aussi, il faut rester prudent. On sait pas encore les effets que ça va avoir l'entente à long terme. Alors, lui, il pense aussi que c'est nécessaire de continuer de trouver des acheteurs en dehors de la Chine puis des États-Unis. Là, on prend une courte pause et restez avec nous. On poursuit sur ces sujets d'actualité aujourd'hui à Parle Jase. N'hésitez pas à participer aux discussions avec nous. Vous écoutez Parle Jase aujourd'hui. Avec moi sur le panel, Jacques Giguère. On a parlé beaucoup jusqu'à présent à l'émission aujourd'hui de ce deal, de cette entente avec les Chinois. Et puis, on parlait de diversifier encore les marchés, notamment pour la pêche. Mais l'exemple, il y a une mission économique en Europe qui est dans 2 semaines. Et puis là, on dit que là-bas, ça pourrait permettre à 12 entreprises de l'Atlantique de trouver des nouveaux clients. Alors, on veut encore aller ça du côté de l'Europe. Je pense que ça va se diversifier. Et toujours, je reviens à Luc Leblanc de l'Union des pêcheurs des maritimes qui pense aussi qu'il faut être prudent, qu'il faudra surveiller de près la réaction des États-Unis.
c'est un accord qui est préliminaire là, qu'on a fait avec la Chine et puis Mark Carney qui a réussi ça, mais ça se pourrait qu'il y ait des ripostes américaines à l'annonce qu'on a eue vendredi. Mais il y a déjà eu une réaction du président américain par rapport à cette entente avec la Chine. Dès le lendemain, le président américain a dit « Ah, ben si le Canada veut signer des ententes, puis ça est bénéfique pour eux autres, c'est correct. » Ça, moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans sa soupe cette journée-là, ou je sais pas qu'est-ce que le premier ministre Carney réussit à faire, l'entourage du premier ministre Carney réussit à faire par rapport aux Américains. Mais là, on n'entend presque plus cette histoire de 51e État du côté américain. Là, ils sont focusés sur le Groenland et ils tiennent mordicus. Mais évidemment, entre l'Alaska et le Groenland, c'est le Canada, puis je pense qu'il faut rester très alerte là-dessus. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Il a même invité le premier ministre du Canada de faire partie de son espèce de comité pour la paix mondiale où pour être membre, il faut que tu payes $1 milliard. Oh! Imaginez-vous donc. Ben ça, c'est typiquement américain. Et le président Trump, il va peut-être donner une gold card avec ça ou quelque chose du genre, mais ça a aucun sens. En fait, il veut réinventer le monde à sa manière pour qu'il soit toujours au centre de tout. C'est un peu ça qui est en train de se produire, mais il l'a invité à être membre de ça gratuitement. C'est ça Peut-être je te donne $1 milliard, autrement dit. Je pense qu'il a réussi à gagner le respect de par son passé de banquier de la Banque du Canada. Il était président. Puis au niveau international aussi. Puis dans ses propos, j'imagine aussi. Et il joue un jeu que le président américain, on dirait qu'il ne sait pas quoi faire avec ça. Et donc, il est sympathique à cette cause-là. Et c'est comme pas une priorité parce qu'on n'est pas une menace pour les Américains. Il faut voir clair. Au contraire, on a un sérieux avantage pour eux autres. On a une banque de ressources incroyable. Puis, on est du bon monde. Fait comment il peut nous en vouloir? On n'est pas tant menaçant, non, on n'est si pas on tant compare. Menaçant. Mais il faut absolument, puis ça, c'est intéressant de voir que on prend au sérieux la menace américaine malgré tout, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner cette année aux États-Unis. Ça peut virer... Ça peut aller vraiment mal aux États-Unis avec les élections de mi-mandat qui risquent d'être annulé. On entend ça avec tout ce qui se passe avec le ICE, là, à Minneapolis, entre autres, mais ailleurs aussi. Ils ont un budget de 30 milliards par année. Une police politique. Ah non. Ça ressemble beaucoup au régime fasciste allemand avant la Deuxième Guerre mondiale, là, qui est en train de s'installer aux États-Unis. Là. C'est le même processus qui est en train de s'installer. Là. Puis le président américain ne doit pas être content là, d'une entente avec la Chine de notre côté. En fait, ça ne le menace pas directement. Ça ne le menace pas directement. Lui, non, moi je pense que c'est comme une carte qu'il prend, qu'il la met dans sa poche, et le jour où il n'aura besoin pour justifier, par exemple, de menacer l'industrie automobile canadienne, dire « Hey, vous importez des véhicules chinois, ben là, nous autres, GM puis Ford, là, tout ce qui est fabriqué chez vous, ben, le problème, il va y avoir une taxe. » Mais le problème, c'est que la moitié des pièces viennent des États-Unis. Les voitures se promènent d'un bord à l'autre. Les pièces se promènent d'un côté à l'autre avant d'être assemblées ici et là. C'est compliqué. Là. Ça a été fait comme ça parce que c'était comme ça qu'était le plus rentable de le faire à l'époque. Et là, aujourd'hui, il arrive avec des nouvelles façons de faire. On verra comment ça va évoluer. Mais cette ouverture-là du Canada sur les autres marchés, je suis pas un économiste, là, mais cette ouverture-là, il ne peut être que bénéfique. Il fait réfléchir. En fait, l'électrochoc que les Américains ont donné à l'industrie canadienne, c'est celle-là. C'est comme, hey, vous rendez-vous compte de votre dépendance à nous autres? On vous mène par le bout du nez, mais on peut faire ce qu'on veut. Et ça devient intéressant parce que vous parliez justement du Canada qui est en Europe en ce moment. Là, ils sont à Davos. Là, ils s'en vont dans quelques semaines. Mais on va aller chercher des investissements européens au Canada. Oui. Donc, on veut démontrer notre fidélité au marché européen. Mais il y a aussi un changement de philosophie dans l'industrie canadienne. Puis je vous donne l'exemple. C'est loin de chez nous, là. C'est en Colombie-Britannique. En ce moment, il y a un moulin à scie, j'oublie le nom, mais il y a un moulin à scie qui est en train de modifier toute son infrastructure, principalement ses outils pour couper le bois, ses scies électroniques. Il est en train de transformer ça pour pouvoir couper du métrique. Ah, c'était en pouces?
Ben oui. En pouces puis en... Ben allez à la quincaillerie, là, qu'est-ce que vous avez? C'est vrai. C'est du 2 par 4. Fait qu'on fait ça en pouces. Puis du 2 par 8, puis des grandes plywood de 4 par 8. C'est tout en pied puis en pouces. Alors qu'il faut changer tout l'équipement de l'industrie. Mais il ne change pas. Non, si vous avez pu à changer votre équipement puis le remplacer, vous pouvez remplacer votre équipement par de l'équipement qui peut faire les deux. OK, avec l'électronique aujourd'hui, vous pesez sur des pitons, puis vous mettez, au lieu d'un 2 par 4, vous dites je sais pas qu'est-ce que c'est l'équivalent mais c'est pas du 2 par 4. Ça doit être 6 cm par 12. Par 12, une affaire comme ça. Un affaire non, ça c'est trop gros, là, mais c'est, mettons, du 3... 2 points quelque part... Du 3 par 6, je sais pas. Ouais. Mais en centimètres, pour les marchés... Pour pouvoir exporter, pas être prisonnier des marchés américains, tu mets de la technologie qui va te permettre d'ouvrir les deux. Donc, si les Chinois nous disent, nous autres, on veut tant de pieds linéaires de X, de 2 par 4 pour les Chinois, programme la machine, puis tu le produis. Les Américains, puis s'ils en demandent plus, puis ils payent plus, ben tu fais celui-là, puis tu dis aux Américains, désolé, on n'a plus à vendre pour vous autres. Puis est-ce que le moulin assis... Alors, c'est cette façon. Les Américains, en prenant cette position très dure par rapport au Canada, forcent l'industrie canadienne à dire, too bad, so sad. À développer une certaine autonomie par rapport aux États-Unis. À développer une autonomie, dire, on va regarder ailleurs. Et ce qu'on produit au Canada, c'est pas de la chenoute, là. Mais là, le moulin que tu parles en Colombie-Britannique, ça doit pas être le seul qui prend cette initiative-là de pouvoir fournir du bois en métrique. Mais à partir du moment où vous en avez un qui le fait... Les autres vont suivre. Il va avoir une influence. Ben oui. Alors, c'est un investissement pour l'avenir. C'est ça qui est en train de se faire. Bon, est-ce que ça va accroître la pression sur la ressource? Probablement. Ça, je te parle pas de ça en ce moment, mais je parle juste au niveau des marchés. Si je me limite ma pensée à l'économique puis au marché, ça devient intéressant. L'industrie, soit que tu t'adaptes, où tu meurs. Tu sais, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Ils doivent produire, puis ils doivent soutirer des profits de ça pour pouvoir continuer. Toutes les industries sont confrontées à ça. C'est le système économique comme tel, mais ça fait des pressions énormes sur les ressources, parce que plus qu'on augmente, plus qu'on est de monde, plus qu'on va chercher des ressources. Et là, à un moment donné, il y a des limites, là. La planète, elle est ronde. Il y a des limites physiques qui sont imposées. Je peux pas aller contre les lois de la thermodynamique, là. C'est impossible, ça ne marchera pas. Donc, à un moment donné, il va falloir revenir à la raison, dire comment on peut faire une croissance à l'intérieur des limites. Mais ça, on n'en est pas là pour le moment. On est obligé de se battre contre quelqu'un qui ne croit pas dans la science, puis qui est le plus gros gendarme du monde. Ah oui, très influent. Alors, c'est là qu'on est en ce moment. Alors, les gens essaient de sauver entre les deux. Là. Ils essaient de trouver un filon entre les deux. Oui. C'est pas une solution qui va... C'est pas facile. Mais... Tout ça pour dire que cette ouverture par rapport à la Chine va permettre d'enlever une pression sur les producteurs canadiens et d'ouvrir des nouveaux marchés. Et on s'entend que c'est peut-être le début, là. T'sais, parce que si ça fonctionne, si le Canada tient promesse, si les Chinois tiennent promesse, peut-être qu'au bout d'un an, ce sera plus 49 000, ça va peut-être monter à 100 000. Ouais, puis et si les véhicules arrivent, puis tout le monde est content, puis ils les payent en bas de 30... Ils payent ça 30 000... C'est un véhicule qui fait 400-500 km. Comprenez-vous qu'à un moment donné, d'autonomie électrique, parce que on ne pourra plus continuer là, comme ça. Là. La plupart du monde, des analystes vont dire on va s'en aller vers une électrification des transports. Tu y crois l'électrification, mais pas d'ici 2030, comme on annonçait qu'il n'y aurait plus de voitures en vente au Canada. Ça, je pense qu'on va repousser l'échéancier. Ça a déjà été repoussé, ça a été baissé. Là. Ça a été baissé à 95, je crois, ou 90%. Mais éventuellement, tu crois une électrification à 100% de la flotte de véhicules au Canada? Est-ce qu'on a le choix? On n'aura pas le choix, tu penses? C'est que le prix du pétrole... le pétrole est une ressource qui est limitée. Hein? Ça a pris des millions d'années à la planète à pouvoir se faire. C'est des restants de plantes qui ont été... Qui avaient brûlé? Ou... Non, ils n'ont pas brûlé. Ça s'est accumulé dans le fond de la mer pendant des années. Puis à un moment donné, la mer elle-même a été recouverte. Puis les plaques tectoniques ont bougé. Écoute, c'est quelque chose qui a pris des millions d'années à se faire. Là, en fait, c'est des plantes qui n'ont pas été complètement dégradées. C'est pour ça qu'il reste encore du carbone dedans. Mais dans les 100 dernières années, on en a utilisé du pétrole incroyable qui avait été là pendant, comme tu dis, des millénaires ou voire des millions d'années. C'est en partie ce qui crée le réchauffement climatique. C'est du CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère qui, normalement, n'était pas là. Il était stocké.
sous terre. Mais ça, c'est un autre débat. Ben, j'aurais quelque chose à te mentionner. J'ai eu un courriel, quelqu'un qui nous revient, parce qu'on reviendra sur le sujet en question, mais on avait parlé dans l'émission un petit peu des factures d'électricité un peu plus tôt. Alors là, je reçois un courriel, quelqu'un qui nous dit qu'on a raison, que c'est ridicule de recevoir des factures aussi haut. Il y a des projets pour ceux qui font moins de 70 000 par année. C'est pas assez. Il devrait pas y avoir de plafond. C'est ce que notre auditeur commente, et que notre gouvernement n'a pas de contrôle sur NB Power me dépasse. Qu'en pensez-vous? Oui, elle a raison. Pourquoi mettre des limites? Une maison mal isolée, c'est une maison mal isolée. Peu importe son propriétaire, peu importe... C'est sûr qu'un millionnaire, s'il est millionnaire, il n'y aura probablement pas de problème, puis il va faire ce qu'il veut avec. Il va la payer, sa facture, puis il va pas chialer. Mais il y a une problématique. Il faut identifier, mais il n'y a pas de processus. On dirait qu'il n'y a pas de processus. C'est laissé comme ça. Faites une demande, on va analyser la demande. Je pense qu'on devrait être proactif là-dessus et de voir quel genre d'économie d'échelle on pourrait faire en isolant correctement les maisons. Ça serait une première chose. Ouais. Je pense que c'est significatif. Moi, je te l'avais déjà mentionné à l'émission, mais mon père qui a doublé l'isolation de sa maison, là, ça a donné un résultat fantastique. Là. Il paye vraiment moins. Ouais. Ça a vraiment marché. Donc, l'isolation compte pour beaucoup. Et quand tu disais qu'il faudrait être plus agressif du côté du gouvernement pour avoir des programmes pour aider ça. Et puis, j'ai un appel. On va y aller avant d'aller à la prochaine pause. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, vous parlez des voitures électriques. Oui, aujourd'hui, beaucoup, oui. Bon, moi, j'ai fait ma carrière dans l'automobile. Il y a plusieurs qui vont reconnaître la voix. Moi, j'étais à Détroit. Au niveau d'éducatif, on a déjà parlé de ça un petit peu, là. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec la Chine? Puis, il y a plusieurs choses qui mélangent. Il y a des stratégies d'échange. Et une chose qui est claire, là, on fait affaire avec un pays communiste. Oui. Et puis, leur but, eux autres, c'est de convaincre des pays à les gagner de la base économique. Et non pas par une guerre. Bon, on est accouché avec un éléphant. Là, on s'en va se coucher avec 3 éléphants. Oui. 1,4 milliard de population. Oui. 400 millions des Chinois font à peine 25 cents de l'heure. 400 millions. OK. Notre pays, c'est quoi la population, Jacques? Nous autres, c'est 41. 41 millions. 400 millions font moins que 25 cents de l'heure. Ah oui, c'est un pays qui est vraiment en 2 vitesses. T'as les grands riches et les très pauvres. Exactement. Bon, l'autre 400 millions après ça, ils font à peine les gages minimum. Comme la plupart des pays, comme d'autres, on a un petit pourcentage, donc on est rendu quoi? Je me semble qu'on est rendu quelque chose comme 85, pas des millionnaires, mais des billionnaires au Canada. Bon, le danger avec la question de l'automobile, c'est pas parce qu'il y a 49 000 voitures qui s'en viennent électriques, là, mais les gens ne savent pas. Il y a seulement à peu près 120 000 voitures électriques qui sont vendues au Canada, là. OK? 120 000. Ouais. Puis 50 000 s'en vient, là, Jacques. Oui. Ça, c'est 41 du marché. Bon. De grands montants, le Canada, les consommateurs ici au Canada achètent entre 1,5 million à 2 millions de voitures neuves par année. Ça, c'est à peu près ce qu'on a fait dans les 50 ans, ça. 1,5 million à 2 millions par année. Les États-Unis se promènent entre 15 millions à 20 millions. Bon, on représente près de 10 qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Or, quand on va aller se coucher avec les 3 éléphants, là, puis si on comprend qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que les Chinois ont fait quand les voitures électriques ont sorti, il y a 15 ans? C'est peut-être même plus que 20 ans, là. Le gouvernement, qui est communiste, ils ont dépensé au-delà de 250 milliards dans les voitures électriques. Tu es au courant de ça, Jacques, right? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une industrie qui est fortement... C'est pas grave. Elle est fortement subventionnée par le gouvernement chinois. Exactement. Ça, c'est pareil comme si que le Canada, tout d'un coup, dirait qu'on va commencer à subventionner toutes les voitures. C'est pas 5 000 $ qu'ils ont donné pour les voitures électriques, là. Ça, c'est une affaire de bagatelle, là. Comparé à ce qui se passe en Chine, on parle des subventions qui dépassent des 50 et des 75 % de la voiture. Le Canada ne pourra pas compétitionner avec ça. Bon, ça, c'est un aspect qu'on regarde. Les Chinois s'en viennent ici. Le réseau de concessionnaires de toutes les marques qu'on a au Canada,
Comment est-ce qu'on a, tu penses, des concessionnaires? Je parle des dealers, là, comme vous avez... Ah, mon Dieu, je sais pas, des milliers? Oui, c'est ça. C'est rendu entre les 3 à 5 000. Ça change continuellement chaque année. Il y en a qui font faillite, puis ça commence, OK? Oui. OK. Puis, vous avez marqué les concessionnaires ou les voitures qui viennent d'autres mondes, en général, veulent jouer dans les marchés de ville. Ils ne veulent pas jouer dans les marchés de campagne. Et le Canada est 50% de campagne. Oui. OK? Alors, tu vois pas de Toyota d'un petit village à Capelé ou à Boctouche, à Miramichi. Miramichi, oui, mais dans Saint-Louis, puis, OK, des affaires de même. Donc, nous autres, à 20 ans, il y en avait des concessionnaires là. Or, il faut qu'on regarde l'impact. Et puis, Ford a raison d'être tout croche, là, lui, là. OK? Parce que l'impact au niveau des jobs, ça va approcher entre 300 à 400 000 jobs s'il faudrait que l'automobile tombe. Puis le danger est là, là. Oui, mais il va être remplacé. Tu sais, à un moment donné, ben, ça fait partie je dirais, de l'espérance du premier ministre. C'est en ayant cette stratégie-là d'ouverture, l'objectif, c'est que si ça se passe bien, puis vous vendez vos véhicules chez nous, en attendant qu'on fait ça, c'est comme une espèce de visa mental pour dire il va se passer. Les États-Unis, là, ça va pas rester comme ça indéfiniment. Ah non. Mais à un moment donné, il va se passer quelque chose. Puis dépendamment de ce qui va se passer, c'est une carte supplémentaire maîtresse pour dire aux Chinois, savez-vous, le marché américain, ça devient intéressant pour vous aussi, pour les véhicules électriques. Faites-les donc chez nous. On a justement des belles usines. Pardon? L'enjeu que Carney fait avec la Chine, inquiète pas, là, ça n'a rien à faire. C'est tout pour mettre la pression sur Trump. Ben, absolument. C'est la seule chose. Bon. Qu'est-ce que je veux te mentionner? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est 49 000 cette année. C'est une entente, je pense, de tant de mois, 9 mois, 1 an. Oui, 49 000 des véhicules de moins de 35 000 $. Donc, ça élimine beaucoup de véhicules chinois électriques. Oui. Mais c'est les Chinois, regarde, ces voitures-là, peut-être, ça leur coûte 5 000 $ chaque. Là, OK? Ça ne fait de rien. Si les autres, ils peuvent qu'on se descendre. Le but que les Chinois veulent avoir, c'est que c'est pas le 49 000 cette année, c'est le 75 000 l'année d'après, le 100 000 après. Il faut qu'ils mettent un réseau de concessionnaires en place, parce que le monde canadien va se lamenter, OK? Qui va servir ça, ces pièces-là, OK? Ces voitures-là, là? Ça devient plus gros que ça. Une fois qu'ils sont enracinés dans notre pays, là, sont ici. Puis quand l'automobile est partie, puis la Chine en envalé, va voir qu'est-ce qui se passe en Allemagne de suite avec les Chinois, là. Ils sont à faire tuer l'automobile en Allemagne. Oui. Puis tu sais quelle marque qui vient de l'Allemagne, hein? Oui. Des Mercedes, puis des BMW, puis des Audi, tout ça, là. Okay? Ouais, les Volkswagen. Puis la Chine sont en train de les défaire, là. Ça, c'est le danger qui s'en vient ici. Pas le 49 000 aujourd'hui, mais une fois qu'ils sont rentrés, au niveau économique, les Chinois vont commencer à peser sa pédale. Oui. Parce qu'ils ont vu que le Canada a une faiblesse. La faiblesse, c'était quoi? Nos voisins. Peut-être. Non, c'est que nous autres, on s'est fié sur notre voisin. Oui, c'est ça, je veux dire. OK? Vous avez déjà entendu parler, que j'ai mentionné. Le Canada a créé un marché artificiel dans tout domaine, en général, parce qu'on envoyait 75-80% sur le voisin. Mm-hmm. Oui. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle un marché artificiel parce qu'on ne peut jamais compter dessus. Or, il y a une confusion totale. Le monde dit, ben là, on a une province contre l'autre province. Mais Ford a raison. Il y a ces jobs-là au Canada. Là, ça fait une chose, je vais penser ça. Là. Le monde ne sait pas ça dans les usines automobiles au Canada. Les gens sont très bien payés. OK? Vous savez que le syndicat est fort dans les usines. Oui. Puis au Canada, c'est ça. GM, Ford, Toyota, ceux qui sont ici, là. Il n'y a pas gros de ces là. OK? Honda, il y a une usine. Chrysler, c'est un des seuls qui a une usine à Windsor, OK? La mini-fourgonnette. Et puis ça, c'est Stellantis. Mais quand tu sois qu'est-ce qui arrive, là, eux autres, la Chine, amènera pas des employés ici, là. Je vous le garantis, là. OK? Inquiétez-vous pas de ça, là. Ils vont rentrer ici, puis ils vont retarder. Puis l'investissement qu'ils vont faire, là, Jacques, s'ils décident d'en faire un investissement, là, ils vont nous attacher aux pieds, là, pas mal raides. OK. OK? Et puis là, ça va être le commencement la défaite de l'automobile, des jobs qui sont payés dans l'usine à l'heure actuelle, des 75 à 80 000 pièces par année, un standard de vie par nos Canadiens. Oui. On se lamente déjà que les gages minimums, on ne peut pas vivre sur ça. OK? Mais tout ça va s'écraser.
C'est ça. Moi, je mettrais un bémol là-dessus. Je vous trouve très pessimiste. Non, pas pessimiste. Moi, je te donne les faits, genre. Oui, mais des faits. Moi, je me souviens, je devrais pas dire ça, mais c'est ce qu'on nous a raconté. Moncton, je vais prendre l'exemple de Moncton. C'est une ville qui s'est relevée 2 fois de crise économique. La première, c'est que l'industrie du bateau, quand c'est tombé, ça, bien avant nous autres, il y a 150, 200 ans, c'était un port intéressant, on construisait des navires, etc. Tout ça s'est tombé à l'eau dans le temps avant l'arrivée du pétrole. À un moment donné, il y avait les ateliers du CN à Moncton, qui étaient énormes, qui étaient le gros employeur. À un moment donné, ils ont décidé de fermer puis laisser toute la pollution derrière. D'ailleurs, il y a encore un terrain là, aux côtés de Van Harvey là, qui est inoccupé justement parce qu'il avait été fortement contaminé par justement ces engins. On réparait des engins de train et tout ça. À un moment donné, ils ont fermé. Est-ce que la ville s'est pas relevé de ça? Il y a eu les centres d'appel. Après ça, tu as eu l'Air McKenna. On a eu les centres d'appel. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les économies sont en transformation constante. Constante. Tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Okay? Là, on peut parler des valeurs qu'on a comme Canadiens, qu'est-ce qui se passe en Chine. On sait qu'est-ce qui se passe en cours, qu'on appelle suivre qu'est-ce qui se passe avec la Chine, puis c'était ça, là. Si vous pensez que 40 millions peuvent surveiller le 1,4 milliard d'un pays communiste, genre, on va se faire laver comme il faut. Ouais, mais laver comme il faut. OK, gardez... Je vais finir. Ford a raison. Les 400 000 jobs qu'il remplace, là, OK, ça va se faire avec d'autres choses, mais ça ne sera pas avec les Chinois, je vous le garantis. OK, mais en ce moment, là, allez dans, je nommerai pas de magasin, mais allez dans certains magasins, là, la plupart des affaires que vous achetez pour le Noël, puis Pâques, puis ça vient tout de là. De toute façon, on est déjà... Pourquoi qu'on fait ça? Parce que c'est moins cher de produire. Puis il y a beaucoup de nos compagnies qui vont faire produire des parties ou des éléments qui viennent de Chine. Même dans l'industrie de la construction, j'ai un frère qui travaille dans l'industrie de la construction pour des gros bâtiments, puis il me disait, tout notre acier, là, ça vient tout de Chine. Mais je dis, voyons donc, pourquoi vous prenez pas votre acier au Canada? Ben, il me dit, moins cher. Voilà. Et ça existe déjà. Il va falloir que nous autres, on commence à construire des usines. C'est des usines. On ne va pas être détaillant, le Canada. On ne va pas peut-être acheter nos affaires ailleurs. On ne va pas être détaillant parce que c'est ça que la Chine va nous faire, eux autres, là. On ne peut pas produire. La Chine va continuer à amener des affaires à grande porte, là. Mais c'est pas la Chine, le problème, qui produit. C'est nous qui avons en tête toujours de payer le moins cher. Et au lieu de produire chez nous à juste prix et de payer et d'encourager notre économie locale. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Et ça, faut remonter dans les années 80, avec Ronald Reagan, puis avec Mulroney, puis Margaret Thatcher. On a appelé ça la mondialisation, les fameux traités de libre-échange qui devaient amener la prospérité dans tous les pays, puis tout le monde était gagnant. Rappelez-vous de ça. Moi, je me souviens de ça. À quelque part, tu te dis, ça peut être intéressant. Là, mais ça va faire 40 ans de ça, là. Même plus. Et là, on arrive au point où ça allait bien au début parce que cette richesse-là, qui était créée dans les pays, descendait dans le système économique et allait toucher tout le monde. Tout le monde en profitait. Mais là, on arrive dans une situation mondiale où vous avez des gens qui sont des super millionnaires, des milliardaires. Des millions, c'est plus assez, c'est rendu des milliards. Et ces gens-là contrôlent. C'est comme des supra-États. Ils sont au-dessus des États et ils veulent imposer au monde leur façon de faire aux États même. On va prendre les grands, les GAFA, là, les grands de l'Internet. Ils sont rendus qu'ils veulent avoir tout le bénéfice de la publicité qui rentre dans leur poche, mais ils veulent pas se plier aux lois de certains pays. Alors, on est rendu là à ce niveau-là. En revenant, Jacques, on ne vient pas redresser le pays du jour au lendemain. Et puis, nos voisins vont toujours être là. On a quelqu'un de temporaire dans l'heure actuelle qui nous cause des ennuis. Il faut faire bien attention à ce qu'on va faire. Parce que je dis, la Chine, c'est pas des États-Unis, là. Non. Tant qu'on pense que... Non. Je pense qu'on échange avec la Chine 3%. Oui, c'est au niveau économique. Puis, je vous laisse là-dessus parce qu'on doit faire. Je vous laisse là-dessus parce qu'on doit faire une pause. Mais je vais terminer en vous disant, vous dites la Chine, c'est pas les États-Unis. Vous vous souvenez de la fameuse blague des cyniques?
Oui. Quelle est la différence entre le capitalisme et le communisme? Ben. Le communisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le capitalisme, c'est le contraire. Bon, c'est la même chose. Donc, c'est pas pour rien que tous les grandes entreprises américaines ont délocalisé en Chine pour faire leurs produits parce qu'ils trouvaient leur compte. Vous comprenez? Alors, entre le je vais revenir de l'automobile. Qu'est-ce que Carney a fait avec la Chine, Jacques? Oui. On va le regretter. Tu penses? On va le regretter, vous allez voir. Ben, on va le voir. Oui, on va le voir. On va le voir. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Et puis, restez en ligne. Ceux qui êtes en train d'appeler, soyez patients. Je vous réponds dans quelques secondes pour terminer l'émission. Vous écoutez Parle, jase. Déjà, on arrive vers la fin de l'émission, mais j'ai eu un appel qui a été patient sur la ligne. On va le prendre. Parle, jase. On vous écoute. Bonjour, les amis. Bonjour. Sauver $1, ça vient ça du le monde qui achète des consommateurs, mais ça vient plutôt de les acheteurs des gros dépanneurs, des gros magasins qui achètent des produits ailleurs pour nous vendre un meilleur marché. Ben c'est pour sauver $1, là. Ça vient tout de l'argent, hein? Parce que moi, j'ai acheté récemment un cochon à bon français des Pégros. On est trop concombre au Canada pour produire notre propre concombre. Ça vient de l'Indonésie. Trop concombre pour faire des concombres. C'est justement ça. Ouais. C'est pour faire une pierre, je pense. On est capable de les faire. On les faisait avant. Il y avait des fermes où on faisait du cocon, on plantait des cocombes, la bonne sorte, là, pour faire des pickles, comme vous dites. Puis on en produisait, mais à un moment donné, les coûts de production augmentent. Et là, l'industrie vient faire une pression sur le producteur. Il dit, gars, moi, je vais juste te le vendre, je vais l'acheter, mais à tel prix. Ben l'autre dit, moi, je fais plus d'argent à produire des cocombes. Ben, c'est pas grave, moi, j'ai acheté de l'Inde. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas prêt au Canada, souvent, dans le système économique, à payer le vrai prix des choses. Parce qu'on compétitionne de façon inégale. Si ça serait vraiment intéressant, mais on n'arrivera probablement jamais à ça, si on avait toute la même réglementation agricole dans le monde, par exemple. Hein? Oui. Là, tout à coup, on n'utilise pas de pesticides. L'Europe est fortement handicapée en ce moment, l'agriculture européenne, parce qu'elle doit compétitionner contre des pays où ils utilisent des pesticides left and right. OK? On en met, c'est pas grave les problèmes environnementaux que ça cause, mais ça permet de produire plus, donc et de pouvoir vendre moins cher. L'Europe n'a pas la même vision. Ils ont une vision plus globale où ils se disent, attention, il y aura des coûts subséquents si on utilise trop de pesticides et donc on va faire attention à l'agriculture. Et là, les agriculteurs doivent vendre leurs produits un peu plus cher. Mais on compétitionne comme ça. Alors, on ne compétitionne pas à force égale. C'est ça le problème qu'on a en ce moment. Entre les États, on n'applique pas les mêmes règles partout. Et donc là, il y a une entreprise, là, voit ça, là, ils sont pas fous. Ils vont regarder à gauche, à droite, dire, hey, moi, ma raison d'être, c'est de faire la pièce. Vous l'avez dit au début. Moi, c'est de faire du profit. C'est d'augmenter mes profits à chaque année et d'accroître mes marchés. Les conséquences écologiques, les conséquences sociales, c'est pas son problème, à moins qu'ils soient imposés par la loi. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans bien des pays. Alors, il y a des problèmes écologiques et sociaux qui sont beaucoup plus grands dans certains pays que les nôtres. Pourtant, on en a chez nous. Alors, c'est toujours une question là, de give and take. Là, Et puis, moi, je pense que le Canada est une bien meilleure voie, comme l'Europe. Ce sont des pays démocrates. Oui, c'est plus... La démocratie, c'est pas simple. C'est compliqué, mais au moins, ça nous dirige vers la meilleure solution possible et non pas d'imposer à l'américaine une façon de faire où c'est l'argent qui domine et le reste, on passe ça aux générations futures. Il risque d'avoir des problèmes là, comme ailleurs dans le monde, si on ferme les yeux sur les conséquences. Oui, vous avez raison. Oui. Et des fois, là, souvent, ça arrive aussi, plus cheap et pas meilleur, là. Le goût n'est pas là, la qualité n'est pas là. Le vieux dicton disant « You get what you pay for », normalement, c'est ça que c'est. Oui, souvent, des fois, des grosses fraises qu'on achète l'hiver, qui sont à moitié blanches, là, puis on mûrit dans le transport. Ben, c'est ça. Sacre, c'est grosseuse, va.
Le monde, on dirait, mais comme tu dis, le watermelon, là, oui, les melons d'eau. Oui, melons d'eau. Un qui est grosseur dans le football, lui, il est pas bon, mais lui qui est grosseur dans le basketball, le maillot, il est plus gros. Ben, c'est pas vrai, là. Il est plus d'engrais qu'à moi, là. Ouais. Il est grossir le plus gros, là. Ouais, ben ça dépend des conditions aussi, du soleil, de la quantité d'eau au moment de la croissance, tout ça. Ouais, c'est comme les fraises. Tu vois, dans les champs de fraises, en bas de la butte, ils sont plus petits parce qu'ils ont eu moins d'engrais. Tant qu'à moi. Ouais. Je sais pas si ça marque ça. Tu cueilles des fraises, là, you pick, là. Moi, je vais toujours en bas où ils sont plus rouges, puis ils sont plus petites. Un meilleur goût. Mais ils sont meilleurs, tant qu'à moi, ils ont eu moins d'engrais. Moi, je vendais des engrais. Je travaillais de Coupe Atlantique, là, les années passées. OK. Puis, local, c'est pas toujours vrai, là. Ça marquerait bien sur la canette ou la bouteille. 1 litre par 10 millilitres d'eau. Les vieux fermiers, là, tu vas croire de ça pour pas lire, c'est pas le faute, mais si 1 litre est bon, 2 litres doivent être meilleur. Tu dis, là? Ouais. C'est à peu près, là. Il vit bien ça à peu près, là. C'est pas mesuré. Maintenant, avec surtout, on croit que le monde suit les mais là où vous en allez vers quelque chose de vraiment intéressant, c'est d'avoir une stratégie agricole au Nouveau-Brunswick qui serait digne de ce nom. En ce moment, on laisse, malheureusement, les agriculteurs sont pas assez accompagnés et on laisse les marchés dicter. Ça, c'était, je me rappelle, l'ancien premier ministre qui avait dit ça. Ah, mais s'ils sont pas compétitifs, ils sont pas compétitifs. Ben oui, mais on peut pas on compétitionne contre des gens on n'a pas les mêmes règles. Alors, on peut pas compétitionner. Alors, mais il faudrait avoir une structure, il faudrait augmenter. C'est pas normal que moins de 10% de ce que vous allez manger ce midi est produit à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Ouais. Voyons donc. Ça veut dire qu'on est dépendant des autres provinces puis des autres pays pour se nourrir. Ça n'a aucun bon sens. Pas du tout. C'est la même chose pour le pétrole, c'est la même chose pour plein de choses. Alors, c'est pas parce qu'on a une raffinerie au Nouveau-Brunswick qui, les 3/4, sinon plus, sont transportés directement aux États-Unis pour le marché de la Nouvelle-Angleterre, même si on a la plus grosse. C'est pour les Américains, au fond. Nous, on transforme du pétrole qui vient d'ailleurs, puis on le vend aux Américains. Oui. Alors, qu'est-ce qui profite de ça? À part un ring, j'en vois pas beaucoup d'autres. Là. Il y a un peu le gouvernement, il paye des taxes et tout ça, mais... On a perdu l'appel. On pourrait en parler pendant... Il faudra faire une émission de 2 heures. Mais notre auditeur a raccroché. Il n'a pas dû faire par exprès. J'ai entendu le crrr, puis ça a raccroché. Mais de toute façon, l'émission était déjà dépassée. Et puis, je m'excuse aux autres personnes qui ont appelé. Pardon, parce que tentez d'appeler entre 9h et 10h, là, puis on va faire tout ce qui est en notre possible pour vous prendre à l'émission. Alors, après 10h, il y a des chances qu'on ne réponde plus. L'émission est terminée. Mais merci beaucoup, tous ceux qui ont participé. Et vos questions pourront être posées un autre jour. Parle par Jazz tous les jours entre 9 et 10. Alors, Tribune téléphonique. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde et à la semaine prochaine. Ben oui, merci Jacques, encore pour cette belle émission. Et pour ma part, je vous retrouverai pour ceux qui veulent avoir leur horoscope dans l'heure d'11h et je vous accompagne pour le Hoedown ce midi. Bon mardi. CJM.